Bonjour et bienvenue dans cette émission Questions aux experts, aujourd'hui consacrée à la place des aidants dans la maladie de Charcot ou SLA. Donc cette sclérose latérale amyotrophique est une maladie neurologique dégénérative relativement fréquente qui touche les motoneurones, les neurones moteurs. Elle arrive progressivement à une paralysie complète des muscles des bras, des jambes, de la gorge et du cou, entraînant ainsi une incapacité à marcher, manger, parler ou même respirer. C'est donc une maladie très grave et handicapante et qui conduit en général au décès dans les 3 à 5 ans qui suivent. Et au fur et à mesure de la dégradation physique de la personne atteinte, le rôle des aidants est plus que primordial. Pour en savoir plus, nous sommes donc avec Hélène Pinel, cofondatrice de l'association de patients Tous en selle contre la SLA et également, il y a encore peu, aidante d'une personne atteinte de SLA. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, vous avez donc été aidante. Comment ça s'est passé pour vous? À quel moment vous avez senti que vous alliez devenir aidante et combien de temps ça a duré? En fait, merci d'abord de me recevoir et je me veux porte-parole en fait des patients et des aidants de cette maladie. Et en fait, c'est très graduel. En fait, les premiers symptômes arrivent, le diagnostic est long puisqu'il prend en moyenne 1 an. Et quand le couperet et le diagnostic tombent, en fait, on comprend ce qui va arriver. Et donc, je ne me suis pas sentie aidante tout de suite. Je me sentis vraiment aidante quand ça a eu de l'impact sur ma vie professionnelle, c'est-à-dire de me limiter en fait dans les déplacements. Alors justement, qu'est-ce qui a changé pour vous, notamment au niveau professionnel? Est-ce que vous avez dû vous arrêter de travailler? Alors c'est souvent le cas en fait pour les aidants. Moi j'ai eu une chance extraordinaire d'avoir un employeur et un responsable très compréhensif. Et c'était pendant la période Covid. Et nous en fait, je travaille dans une société d'IT. On avait déjà tous les outils en fait pour faire du télétravail. Pardon. Et mon employeur m'avait permis d'assurer le matin à la maison et je ne venais que l'après-midi. Et quand mon mari n'était plus capable d'être autonome, une auxiliaire en fait venait à la maison, mais il est parti avant que ce soit compliqué. Ouais, donc cet aménagement du temps de travail a quand même été très important pour l'organisation. Ah, c'est essentiel. Et d'avoir un employeur compréhensif est essentiel, parce que je connais des aidantes où leurs responsables mettent la pression pour qu'elles démissionnent, en fait. Et c'est particulièrement invivable. Oui, tout à fait. Et justement, quelle place à l'aidant? Qu'est-ce que vous faisiez, en fait, en tant qu'aidante? J'étais les bras et les jambes de mon mari. Voilà. Tout ce qu'il ne pouvait plus faire, il me demandait de le faire. Donc, c'est la toilette le matin. Après, j'ai été suppléée, en fait, parce qu'à un moment donné, c'était lourd de... La toilette, c'est 1h30, surtout pour une personne non expérimentée. Donc, j'ai été après aidée, mais c'est la toilette, le repas. Vous avez dit que ça finissait par la déglutition. Ça veut dire que les repas, en fait, plus ça va, plus c'est long. Plus c'est long, plus ça use la patience. Et il faut avoir... un amour infini, inconditionnel pour gérer tout ça. C'est sûr. Et en fait, quand on parle d'aidant, on pense souvent à la famille. Mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Qui peut être aidant? D'ailleurs, effectivement, l'aidant, au début, c'est la famille. Après, on se renseigne, parce qu'on est dans le besoin, sur les possibilités administratives. Et là, il y a diverses possibilités. Il y a déjà les auxiliaires de vie. Et vous verrez sur notre site, on vend un livre « Jamais sans mon ox », c'est-à-dire sans les auxiliaires de vie, un malade de SLA, en fait, il périclite. Et c'est la mort assurée, puisqu'ils doivent assurer tout, ils doivent suppléer, en fait, aux jambes et aux bras quotidiennement. Et là, il y a aussi une petite injustice entre les malades avant 60 ans et après 60 ans, puisque les aides ne sont pas les mêmes. Avant 60 ans, une personne seule peut être aidée 24 heures sur 24 par les auxiliaires. Et puis après, il y a toute l'armée du corps médical. Les infirmiers, les kinésis, nos neurologues, bien qu'ils soient surtout utiles pour le diagnostic, il manque aujourd'hui de la coordination pour aider les malades et pour assurer le lien
parce qu'effectivement, l'acteur majeur reste quand même le médecin traitant qui est à côté de chez vous, en fait. Ouais. Voilà. Alors, au niveau des aides, est-ce que vous avez eu des aides financières, des aides justement par des personnes? Comment on peut avoir accès à toutes ces aides? Alors, on a eu des aides à la fois familiales et amicales et par la collectivité. Donc, par la collectivité, on dépose un dossier MDPH qui vous accorde des heures et c'est avec ça que l'on rémunérait en fait l'auxiliaire qui venait à la maison. Et quand la maladie évolue, on demande de plus en plus d'heures. Ouais. Après, évidemment, la maladie est prise en charge. Pour le matériel, c'est plus complexe. Parfois, si on n'anticipe pas, on a besoin en fait de matériel rapidement. Je pense par exemple au fauteuil. On avait commencé par acheter par commander un fauteuil manuel qui a été pris en charge. Et en fait, finalement, le fauteuil électrique s'impose très rapidement. Et là, on a été aidé par l'association nationale, l'ARSLA, à qui j'exprime ma gratitude pour ce prêt de matériel, parce qu'il se fait sans condition. Évidemment, après, on le retourne, mais c'est un point où les malades... Alors, c'est vrai pour la région parisienne. Ouais. Par contre, il y a des associations locales, et je pense à SLA Quesaco, par exemple, qui aide formidablement les patients dans la région de Toulouse. Mais il y en a plein, en fait. Et c'est pour faire face. Pourquoi il y a tant d'associations SLA? C'est chacun crée une association autour du malade pour justement aider. Par exemple, une de nos fondatrices, c'est Karine Brailly. Elle avait monté une association au départ pour l'aider à la mise en place. Elle a dû déménager, elle a dû s'équiper. Et donc tout ça nécessite des moyens. Ouais. Voilà. Et pour obtenir toutes ces aides, c'est pas trop long parce qu'on sait que souvent il y a des délais d'attente, notamment MDPH entre autres, et souvent de au moins 6 mois, voire plus. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, c'est des démarches administratives. Il y en a qui savent bien les faire, et puis ceux qui sont un peu perdus, eh ben ça met du temps. Moi-même, ça a mis, je pense, 4 à 6 mois, c'était en 2018. Je me suis même déplacée là-bas pour leur expliquer que ça devenait urgent. Et je leur expliquais le contexte. Et malgré tout, ça a pris du temps. Alors normalement, on a un engagement que ça aille, que ce soit pris en charge, que la prise en charge dure moins de 4 mois. Mais dans les faits, c'est pas toujours facile parce que évidemment, les familles, elles sont pas toutes habituées à ce genre de démarche en fait. Alors, vous aviez évoqué la RSLA, l'association pour la recherche contre la sclérose latérale amyotrophique et autres maladies du motoneurone. Alors, qu'est-ce que ça apporte vraiment les associations? Ça a l'air d'avoir une place très importante. Qu'est-ce qu'il en est? Nous, par exemple, la RSLA a pour objectif de collecter des fonds pour dédier à la recherche. Leur comité scientifique, c'est les mêmes neurologues que ceux qui nous soignent dans les différents centres SLA. Nous, en 2018, j'ai rencontré Virginie Delmas, une aidante, dont le mari est allergique en fait, au gluten, et elle se pose la question, est-ce que tout ça n'aurait pas une raison, est-ce que tout ça ne serait pas lié? Et puis elle recherche sur Internet. Aujourd'hui, le corps médical doit comprendre que les outils informatiques auxquels le public a accès est énorme. Et donc elle a recherché les publications médicales. On était toutes les deux inscrites sur les réseaux sociaux, sur un groupe lié à la maladie. Et moi, je voyais ces articles. Moi-même, je suis sensibilisée à cette question. Et du coup, entre malades, on décrit nos symptômes. D'ailleurs, entre malades, une fois le diagnostic posé, on a l'impression qu'on a plus de soutien dans ce réseau que par le corps médical. Et là, je réinsiste, et j'espère qu'un neurologue m'écoutera, sur le besoin de coordination. Le professeur Couratier de notre filière de santé, la FISLAN, nous l'a promis, mais tout est long. Alors si je reviens sur la recherche, nous, notre exemple, c'est que... Donc, j'en étais à Virginie, elle publie des recherches, et puis 2 ans après, toujours rien. Et je lui dis, Virginie, seule, tu n'y auras pas accès. Pourtant, elle a eu accès à des grands professeurs parisiens, elle a eu accès à des sommités, mais chaque fois c'est non,
parce qu'elle demandait l'accès compassionnel, c'est-à-dire en fait le droit d'essayer. Et aujourd'hui en France, c'est très complexe. Il y a la loi qui a changé en 2021, et malgré tout, pour nous patients, pour le grand public, en fait, c'est pas très démocratique. Et donc aujourd'hui, notre association a pour base de demander l'accès compassionnel pour un transfert de microbiote fécal. C'est-à-dire, on vous retire tout le microbiote de vos intestins, on vous en remet en fait un tout propre, tout beau de donneur sain, et l'idée c'est que ça recolonise en fait l'intestin des malades. Je suis désolée, je dis toujours nôtre. Évidemment, je ne suis pas malade, mais la maladie est rentrée en moi. Voilà, elle a été très présente pour vous. Voilà, et les patients parfois ont du mal, parce qu'évidemment, je ne suis pas malade, je n'ai pas les problèmes des malades. Mais je l'ai vécu quand même à 100%. Donc, nous, on a monté notre association parce qu'on n'a pas eu... On voulait aller jusqu'au bout de cette démarche. Et donc, on a monté un premier essai, une première recherche exploratoire longitudinale en prélevant en fait les microbiotes de patients, et on les analyse en fait régulièrement. On en est l'analyse de la deuxième étape est partie, et la troisième étape part incessamment sous peu. Alors, je voudrais revenir sur les professionnels de santé. Quels sont ceux qui entourent les malades de SLA et les aidants? Alors, vous avez parlé du généraliste, du neurologue, mais je suppose qu'il y a d'autres professionnels, des infirmières, etc. Comment ça se passe? Alors, effectivement, il y a le médecin traitant, le neurologue. Il y a un acteur qui est très important, c'est le kinésithérapeute. Et là, pareil, il n'y a pas assez de recherche, parce que nous avons l'intime conviction que si nous continuons à faire fonctionner les membres du malade, il y a un métabolisme qui se met en route, et je pense que c'est une des conditions de longévité. Évidemment, je n'en ai pas la preuve. Ouais. Du coup, le kiné est important parce que les personnes sont immobiles. Donc si le kiné n'est pas là pour justement étirer les membres, leur maintenir la souplesse, il y a des douleurs chez certaines personnes, des douleurs neurologiques qui sont importantes, et aujourd'hui c'est assez mal traité. Par exemple, nous, devant ces douleurs-là, sans réponse du centre SLA, on avait fait appel à un centre de soins palliatifs pour essayer d'améliorer la qualité de vie de mon mari. Et au niveau là on a parlé kiné, mais au niveau de la communication, quels sont les moyens? Parce qu'on sait que justement, il y a de plus en plus de mal à parler, jusqu'à en perdre la capacité totale. Donc comment ça se passe? Quels moyens de communication il y a entre la personne malade et son entourage? En 2024, il y a un outil formidable qui est les commandes oculaires, c'est-à-dire grâce au mouvement des yeux et au clignotement des paupières, cette interface permet de piloter son ordinateur. Et du coup, à partir d'une voix de synthèse, le malade peut communiquer. Ces systèmes sont chers, très chers, et d'ailleurs, il y a peut-être un système, parce qu'ils sont... je ne vais pas dire de gros mots, mais en fait, cette expertise est monnayée, cette valeur est monnayée très chère aux patients qui passent, pareil, par la MDPH pour être financés. Et là, peut-être qu'il y a aussi... je sais que le collectif Charcot a eu une action jusqu'au ministère, et là, il y a peut-être un système d'économie circulaire, de faire passer ces outils qui ne demandent pas d'ordinateur puissant, de faire circuler ces outils entre malades. Vous avez dit que la maladie, l'espérance de vie est entre 3 et 5 ans. C'est surtout, en fait, 25% des malades meurent dans les 6 mois, 50% dans les 2 ans. Et après, effectivement, avec l'aide de la gastrostomie et de la trachéotomie, la durée de vie peut être plus longue, en fait. Et puis, de la nature de la SLA, parce que toutes les SLA ne se ressemblent pas. Donc, voilà. Alors, en tant qu'aidant, c'est quand même très pesant, tout ça. Comment on fait pour ne pas s'oublier et pour s'occuper de soi? En fait,
c'est compliqué. C'est compliqué physiquement parce qu'on a peur de partir. Et puis moi, par exemple, j'avais pris beaucoup de place auprès de mon mari. Et du coup, je pense que c'est équivalent dans les autres maladies neurologiques, on devient la personne référente. Et c'est vrai qu'un simple petit geste, on sait qu'il faut remettre la jambe tel endroit, en fait. Et justement, il est important de faire intervenir les auxiliaires de vie le plus rapidement possible pour que le malade ait plusieurs référents. Ouais. En cas d'incident, si le référent principal part, le malade ne se sent moins perdu. Donc, mettre en place toutes ces aides graduellement est une condition essentielle à la longévité du malade et de l'aidant, puisque un aidant sur 3 meurt avant le malade. Et moi, en travaillant, puisque je devais travailler pour des conditions, pour maintenir mon foyer, pour l'aspect financier, à cette époque-là, je ne voyais que le burn-out. Je savais qu'un jour, j'imaginais qu'un jour, je ne voyais pas d'autre échappatoire. Voilà. Et vous avez trouvé des petites solutions, justement, des petites échappatoires, comme vous dites, pour faire autre chose à côté, ou vous étiez vraiment 100% entre votre travail et la personne malade, votre époux? En fait, j'étais 100% avec mon époux. On allait de temps en temps au cinéma. Là encore, attention aux accès handicapés. On ne s'en rend pas compte, mais il y avait vraiment des trottoirs qui étaient complexes. Et puis, dans ces cas-là, on prenait le fauteuil manuel. Donc, évidemment, c'était plus compliqué pour moi. Et vraiment, j'appelle les services publics à faire attention à ce sujet. En fait, ce qui fait tenir, c'est les amis. Voilà. Et maintenir ce réseau familial et les amis, parce que c'est une maladie, en fait, qui fait peur. Ouais, qui fait peur, qui est déroutante, parce que le malade change aussi dans son aspect physique. Il a des raideurs dans le visage, donc sa façon de sourire est un peu moins. On a l'impression qu'il est plus absent. Par exemple, mon mari a une gastrostomie. La personne qui venait nous livrer en fait les boîtes d'alimentation, il avait l'impression qu'elle le prenait pour un débile. Je lui dis mais elle se rend pas compte. Ah oui. Mais le nombre de fois, et c'est particulièrement vrai dans les maladies neurologiques, Parkinson c'est pareil. La personne comprend et elle voit en face quelqu'un qui répète en pensant que la personne n'intègre pas, mais elle intègre très bien. Donc il faut expliquer, voilà. Il faut maintenir ce réseau social. Et nous, en fait, tous les dimanches, on avait quelqu'un de la famille. Ça tournait, mais on avait tous les dimanches quelqu'un. Et c'est important pour vous et la personne malade. Essentiellement. Tout à fait. Essentiellement. Alors, vous en avez déjà pas mal parlé, mais j'aimerais bien que vous approfondissiez un petit peu sur votre association, Tous en selle contre la SLA, nous en dire un petit peu plus comment vraiment vous avez réussi à monter ça, alors l'émission, et puis, évidemment, vous nous en avez parlé, ce qui est en cours. Alors, nous, on demande la transplantation de matière fécale et on a vite un veto, en fait. Pourquoi ? Pour des questions de sécurité. En fait, le premier argument de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, c'est elle qui autorise cette action. Pourquoi ? Parce que une transplantation, c'est considéré comme un médicament. Voilà. Donc, on a un veto. Bon. Et tout ça, c'est pour vraiment transplanter en fait une histoire de microbiote. C'est ça, exactement. On appelait avant la flore intestinale. Voilà, en fait, nous, on a cherché tous les moyens pour améliorer la longévité de nos conjoints, me concernant, ou de nos malades, pour ceux qui nous ont rejoints. Ou même puisqu'on est une association de patients, sur les fondateurs, 3 sont malades, 2 sont aidantes. Ouais. Voilà. Et donc on cherche. On voit bien que sur les recherches génétiques, ça avance. On voit bien que sur certaines pistes, ça avance. Mais sur le microbiote, rien. Virginie seule s'est battue pendant 2 ans. Et donc, du coup, on lui a dit, prenons le relais et faisons une action collective. C'est pour ça qu'on a créé l'association. On a envoyé des lettres à l'ensemble des députés, à l'ensemble des sénateurs, au ministère. On a été reçus au ministère. On a eu des réunions avec la NSM. Mais chaque fois, notre droit à l'essai
a été refusée. Alors que notre maladie est le porte-drapeau de l'euthanasie. Ouais, ouais. Et c'est quand même un comble. Pourquoi on pense à notre sécurité quand, à côté, on ne fait rien pour nous accorder l'euthanasie? Donc là, il y a une ambivalence qui n'est pas simple. Et nous, personnellement, moi, je suis pour la vie jusqu'au bout, en conscience. Donc, je ne refuse pas l'euthanasie. Mon mari est parti avec une sédation en plein Covid. Vous imaginez bien que le matériel, moi, je demandais la trachéo. Et vous imaginez bien que la trachéo en plein Covid, c'était réservé à des gens qui n'avaient pas de comorbidité. Donc, alors que le dernier chiffre que j'ai sur la trachéo, 6% des malades y ont accès, essentiellement les jeunes. Est-ce qu'à 60 ans, on est vieux? Est-ce que... Enfin bon, voilà, ça ramène... En fait, moi, j'ai découvert avec cette maladie la philosophie, l'éthique, et c'est des sujets passionnants. Donc nous, on réclame le droit d'essayer, et on nous le refuse. On fait un dossier, on l'envoie à des gastro-entérologues, à des laboratoires, à la FISLAN, à la RSLA. On obtient peu de réponses. On obtient juste un communiqué de presse de la FISLAN qui nous dit « cherchez un industriel », donc un labo. Et on a eu la chance de rencontrer des personnes éclairées avec qui on a pu contribuer. Un laboratoire... il y a eu deux touches, on va dire, qui nous soutiennent. Et ce laboratoire Mad Pharma travaille sur le cancer. Ils nous ont mis en contact avec le professeur Fèvre, qui est veuve aussi de la SLA, et qui a, elle aussi, besoin de comprendre. Enfin, c'est mon interprétation. Et du coup, avec elle, on a pu monter cette recherche exploratoire pour apporter un début de preuve, c'est-à-dire... Si on pouvait trouver un marqueur, une sorte de carte d'identité dans notre intestin de cette maladie qui nous permettrait de diagnostiquer. Parce que cette maladie, il n'y a pas de biomarqueur. Ça veut dire quoi? Que le diagnostic, il est différentiel. C'est-à-dire qu'on vous liste tout ce que vous n'avez pas. D'ailleurs, on s'en amusait avec mon mari parce que... ah ben non, ça va très bien. Ça va très bien. Et à la fin, il disait, mais j'ai rien. Et pourtant, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Donc, si on pouvait trouver un biomarqueur, ce serait déjà une première victoire. Donc, ce laboratoire, en travaillant avec nous, a décidé de monter un premier essai clinique, qui est l'essai clinique IASO, qui va bientôt, qui est en phase de clôture. Ça fait plus d'1 an pour recruter 15 malades. Et on se demande pourquoi c'est si long. Pourquoi, en fait, il n'y a pas une volonté? On nous refuse le droit... On nous refuse le droit... je suis perdue. Le droit d'essayer. Voilà. On nous refuse le droit à l'euthanasie, sachant que je ne suis pas pour. Hein. Et on nous refuse de faire des... Enfin, on ralentit, en fait, l'intégration. Vous avez l'impression d'être bloqué, en fait. Oui, enfin, on a l'impression qu'il y a un manque de volonté générale, en fait. Et pourtant, c'est une méthode qui coûterait peut-être moins cher que tous les traitements. Imaginez si on arrive à rendre cette maladie avec une évolution lente. La trachéo, on a le temps de l'accepter, on a le temps de dire non, j'accepterai pas cette vie, je peux partir en paix, et on a le temps d'avancer psychologiquement. Là, ça va et ça, c'est essentiel. Tandis que là, ça va très vite, on comprend pas ce qui nous arrive, et souvent, en fait, les aidants sont en colère. Moi, je porte une colère en moi, en fait, parce que la fin, en plus en plein Covid, c'est violent. C'est compliqué. Et c'est très compliqué. Merci. Donc, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous aviez un message à faire passer pour clôturer cette émission? Moi, en fait, mon message, c'est l'intelligence... Enfin, j'aimerais que la SLA soit un exemple de l'intelligence collective et que nos neurologues, en fait, comprennent qu'avec l'intelligence artificielle, avec le web, le rapport au public, en fait, change. Et en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est de recueillir les données et de faire travailler nos ordinateurs. Et évidemment, en tant que cliniciens, ils apportent en fait une valeur. Mais cette valeur, elle est moins fondamentale qu'hier. Et donc, il faut changer. Et
Et donc, travaillons ensemble et vraiment, en fait, et peut-être, enfin, un besoin de coordination, parce que cette maladie demande la coordination entre les acteurs médicaux pour le quotidien, entre les démarches administratives et puis le support financier. Ouais. Et donc, la mise en place de coordinateurs serait un plus. Ouais. Et surtout, j'ai dit à nos neurologues de nous écouter. Et nous aidants, on est le porte-parole de patients. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez donc revoir sur notre site Pourquoi Docteur ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis donc au revoir et à très bientôt pour un autre Question aux experts avec Pourquoi Docteur.